Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en présentiel ce matin et à tous ceux qui sont connectés via la chaîne télé du LEM et les réseaux sociaux. Je suis Thierry Hulot, président du LEM et président du groupe allemand Merck en France. Ce matin, pour cette conférence de presse traditionnelle du LEM, un peu avant Noël, j'allais dire, ou en fin d'année. J'ai la joie d'accueillir avec moi sur ce plateau Vincent Giraud-Chomeil. Vincent est directeur médical de Pierre Fabre Médicaments pour la France. Il est également président de la commission emploi, compétences et empreinte territoriale du LEM. Et il nous présentera en détail ce matin la photographie annuelle du LEM sur la dynamique de l'emploi pour notre industrie et notre profession. Et puis, pour donner plus, j'allais dire, de saveur, de concret aux chiffres que nous allons vous présenter ce matin, je suis également entouré d'Anna Alves, qui est directrice du site Sanofi de Neuville-sur-Saône, directrice globale monde du projet Evolutive Facility, en français, comment construire aujourd'hui l'usine du futur, l'usine 4.0. Et puis, on ne peut pas parler emploi, compétences, diversité, handicap, attractivité des jeunes, emploi des seniors, sans avoir un volet ressources humaines. Et c'est pour ça que je suis aussi très heureux d'être accompagné ce matin par Florence Varsignac, DRH de Unitaire Pharmaceutical. Alors, peut-être de mon côté, quelques mots d'introduction. Les fêtes de fin d'année approchent et donc l'ambiance devient, j'allais dire, un peu plus festive. Et pour tous ceux d'entre vous qui suivent le LEM au quotidien, vous nous avez entendu énormément cette année parler problèmes attractivité, régulation, financement du médicament, le long épisode du PLFSS, et quelque part, peu de raisons de se réjouir. Aujourd'hui, vous allez voir, la tonalité est différente parce que quand on parle croissance des emplois, quand on parle diversité des métiers, quand on parle handicap, attractivité des jeunes, inclusion, les indicateurs, les chiffres sont largement positifs et montrent, si besoin en était, que l'industrie du médicament en France, les entreprises du médicament en France, il y a une véritable raison d'y croire, il y a une véritable raison de les rejoindre pour contribuer à apporter à nos concitoyens les traitements dont ils ont besoin. Et qu'en faisant ça, à travers le très large panel des métiers que nous offrons, il y a aussi une source de développement personnel, d'épanouissement personnel. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail de l'analyse que Vincent va présenter dans un instant, en lisant le rapport qui va être mis à votre disposition, qui va être disponible sur les réseaux sociaux, je vois deux grandes raisons d'y croire. Un, les entreprises du médicament sont créatrices d'emplois, et plus que jamais. Nous représentons 106 000 collaborateurs en France. Chaque emploi que nous créons crée de manière indirecte 3 autres emplois. Il y a une accélération des embauches, des postes proposés. Et quand on regarde en offre nette, emplois créés, moins emplois supprimés quelque part, la dynamique n'a jamais été aussi élevée depuis près de 10 ans en arrière. Il faut remonter, je crois, à 2005 pour trouver une telle dynamique sur l'emploi créé par les industries pharmaceutiques. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas tout seul. C'est essentiellement la conséquence de toutes les annonces d'investissement sur les sites industriels qui ont été faites il y a 3-4 ans en arrière. Une fois que le site est construit, qualifié, ça génère de l'emploi et on le verra, je crois, avec nos invités présents sur ce plateau de manière très concrète ce matin. Et on peut se réjouir un peu d'avance que les gros projets d'investissement annoncés ces dernières semaines seront certainement créateurs d'emplois dans les années qui viennent. Et puis, on voit que notre industrie, notre savoir-faire, nos usines se transforment. Le digital n'est plus un sujet. Le verdissement des usines est une priorité. Et tout ça également est créateur d'emplois qualifiés. Alors la croissance de l'emploi, c'est bien, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles c'est fait. Et je crois que les industries du médicament, les entreprises que nous représentons, doivent être exemplaires sur ce sujet-là. Et là encore, peut-être 3-4 grands volets. Le premier, l'emploi des jeunes. En termes d'emploi des jeunes, les entreprises du médicament accueillent tous les ans
plus de 9500 alternants, et Vincent y reviendra, mais les former, c'est bien, mais leur offrir un job à l'arrivée, c'est encore mieux. Sur ces 9500 alternants, 95% d'entre eux sont immédiatement embauchés dans nos entreprises. Et je crois que c'est un immense sujet de fierté. Il faut continuer cet effort en étant de plus en plus inclusif, de plus en plus ouvert à la diversité, mais déjà, les premières étapes sont là. Quand on parle de diversité, d'inclusion, vient souvent à l'esprit, juste derrière, où en est-on en termes d'égalité homme-femme? Alors, c'est connu depuis longtemps, l'industrie pharmaceutique emploie plus de femmes que d'hommes, mais on avait, quand on regarde quelques années en arrière, un chemin à parcourir pour ramener ça en termes d'égalité salariale, pour casser le plafond de verre de la qualification et d'amener des femmes à des postes de management et de direction. On le verra à travers les chiffres que présentera Vincent. On a fait un progrès colossal en une dizaine d'années. Aujourd'hui, plus de 47% des cadres de notre industrie sont des femmes. Quand on regarde en termes de salaire moyen, il y a un léger avantage aux femmes sur le salaire de base. Quand on intègre les bonus, les primes, etc., il y a encore un petit retard, mais on y est presque, et là, on ira jusqu'au bout. Je pense que l'année prochaine, peut-être celle d'après, on sera à l'égalité stricte, et on ne lâchera pas tant qu'on n'y sera pas. Vous le verrez aussi, nous sommes une industrie qui est ouverte à l'accueil des travailleurs handicapés, et là aussi, c'est un paramètre sur lequel on avait du retard, et année après année, on progresse. Et puis, je pense qu'on gardera de 2023 tout le débat sur la réforme des retraites, qui maintenant est passée, mais qui, très concrètement, pour les entreprises du médicament comme les autres, pose une question. Comment on accueille, on accompagne les seniors, on les aide dans leur formation, dans leur évolution de carrière, jusqu'à la fin de leur carrière. Alors, quand on regarde les indicateurs, plus d'un tiers, 37% des collaborateurs sont des seniors, si on se base sur une définition des seniors à 50 ans. On voit que sur l'ensemble de notre industrie, en 10 ans, ça a énormément progressé. C'était moins d'un quart il y a 10 ans en arrière. Donc, en termes de dynamique de l'emploi, de dynamique de l'égalité, de la diversité, il y a une manière de se réjouir aujourd'hui de ce que font les entreprises du médicament. Et sans plus tarder, après ce teaser, si je puis me permettre, je passe la parole à Vincent qui va aller plus dans le détail de l'enquête et vous montrer les évolutions dans le temps. Vincent, la parole est à toi. Merci Thierry. Alors donc je vais vous présenter une synthèse du rapport sur la situation de l'emploi dans les entreprises du médicament de 2022 qui sera disponible le 14 décembre en ligne et que vous pourrez vous procurer. Je vais vous parler des chiffres essentiels et je vais diviser ma courte présentation en deux parties. La première partie pour vous montrer la dynamique aujourd'hui de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, comme l'a dit Thierry, dans une deuxième partie, je vous montrerai les réponses que nous apportons à des problématiques sociétales comme l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, l'égalité homme-femme et la place de l'handicap au sein de notre industrie. Donc si nous démarrons sur cette dynamique, vous pouvez voir que nous avons une croissance de 2,7% en 2022, ce qui représente 16 000 recrutements. Cette croissance est supérieure à la moyenne de l'ensemble de l'industrie. Et 16 000 recrutements, il faut le mettre en rapport avec la moyenne des 5 dernières années, qui était de 12 000 recrutements par an. Donc on voit que nous sommes sur une dynamique positive et que nous arrivons à attirer des talents et des nouveaux collaborateurs. Un chiffre est à noter, c'est que 70% des entreprises de plus de 500 salariés ont un solde positif au cours de l'année et ont recruté des employés, des collaborateurs de façon plus importante que les années précédentes. Donc c'est un secteur créateur d'emplois de qualité,
mais aussi créateur d'emplois dans l'ensemble des territoires. Et je voudrais mettre en avant 3 territoires qui n'étaient pas des territoires, on va dire, où l'industrie pharmaceutique était leader, mais 3 régions ont des croissances supérieures à 3%, les Hauts-de-France, le Grand Est et le Pays de la Loire, qui ont pour ces 3 régions entre 3,9 et 3,7% d'évolution. Et c'est notable. Et comme l'a dit Thierry dans son introduction, ne pas oublier qu'un emploi en région s'accompagne de la création de 3 emplois associés liés à ces créations-là. Je veux parler par exemple des fournisseurs de matières premières ou d'équipements, des transports logisticiens ou autres. Donc, tout emploi créé en région bénéficie au territoire et à l'économie locale. Autre élément qui montre notre dynamisme, c'est la capacité d'attractivité que nous avons et la haute valeur ajoutée de ces emplois. 60% des emplois de l'industrie pharmaceutique sont des cadres. La rémunération est à la hauteur de cette attractivité et de la haute qualification de ce qui est proposé. Et puis, ce sont des emplois qui sont pérennes, puisque l'ancienneté moyenne est de 13 ans, 5, et que le turnover que nous rencontrons dans notre filière est stable à 11%, à comparer à 12% pour le reste de l'industrie et à 23% pour l'ensemble de l'économie. Donc ce sont des emplois pérennes et qui sont stables. Si nous jetons un œil maintenant sur ces différents métiers, il faut savoir que dans notre filière, c'est 150 métiers différents. 150 métiers différents avec une prédominance qui s'accentue au cours de ces dernières années avec la réindustrialisation et l'effort que nous effectuons dans les territoires pour réindustrialiser nos métiers dans la production, mais aussi dans les métiers de la qualité, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité, avec une forte croissance. Mais l'ensemble de ces métiers ont des croissances de plus de 2 à 3%. Ça montre bien que nous avons besoin d'un ensemble de panels et de qualifications totalement différentes. Si je devais citer des métiers en tension et qui sont en fort recrutement, je pourrais citer les opérateurs de production, les techniciens de fabrication, les chefs de projet informatique et les chargés de recherche, qui sont les métiers qui représentent la plus forte demande et sur lesquels nous mettons le plus d'efforts. Donc ça, Thierry, c'était ce que tu as dit en introduction, c'était pour souligner le dynamisme de notre industrie. Mais à côté de ce dynamisme, il y a aussi l'illustration de tous les efforts que nous effectuons sur les enjeux sociétés auxquels nous sommes confrontés. Et le premier, c'est l'emploi des jeunes. En 2022, plus 66% d'alternants depuis 2018, ce qui représente 7% de contrats d'alternance en plus par rapport à l'année dernière, pour arriver à un total de 9 600 emplois de jeunes formés dans nos entreprises. Il est à noter aussi que ce sont des emplois fortement qualifiés, parce que 66% de ces contrats d'alternance sont pour des niveaux Bac plus 5. Et 60% sont réservés, enfin, ne sont pas réservés, mais sont occupés par des femmes. Ce qui m'amène à vous parler de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'industrie pharmaceutique. Historiquement, nous sommes une industrie où la place des femmes est très importante, puisque 57% des postes sont occupés par des femmes. Mais encore plus remarquable et différenciant, c'est que 47%
sont des femmes parmi les cadres supérieurs et les cadres dirigeants, en augmentation de près de 10 points depuis 2014, et je pense que c'est important de le souligner. Un autre élément qui est important à mettre en avant, c'est que le salaire moyen entre les femmes et les hommes est en train de se redresser et même de s'inverser, puisqu'il était de 10 points de différence pour les hommes en 2014. Il devient favorable aux femmes avec plus 0,6 points en 2022. Ceci est à moduler. Si nous prenons le salaire total, comprenant notamment les primes, le salaire des hommes reste encore en tête, mais avec plus de 3% de différence. Mais on voit la forte évolution que nous avons dans notre filière pour l'égalité hommes-femmes au niveau des salaires. Un autre enjeu majeur, c'est l'employabilité des seniors. 16% des recrutements, que ce soit en CDI ou CDD, ont été en 2022 pour des collaborateurs de plus de 50 ans. 90% de ces embauches ont été faits en CDI. Puis d'autre part, nous avons signé un accord de GEPP de branche en 2023 qui met en avant des mesures particulières, notamment 2 entretiens. Un premier entretien de seconde partie de carrière qui est obligatoire après 50 ans et un deuxième entretien de fin de carrière qui se fait à la demande du collaborateur pour faire le point sur sa carrière et sur ses opportunités de fin de carrière. Enfin, il est à noter que nous allons ouvrir avec les partenaires sociaux des négociations en 2024 pour travailler sur le maintien des seniors et l'allongement de la vie professionnelle. Le dernier élément que nous voulons mettre en valeur, c'est l'accent qui est mis sur la situation de handicap et des personnes souffrant de handicap. Il a été, le taux d'employabilité a été multiplié par 3 au cours de ces dernières années pour passer de 1,35 à 4,1. Et là encore, c'est un effort important que nous, collectivement, les entreprises et le LEM, nous effectuons. Donc voilà quelques chiffres que nous ressortons de ce rapport que je vous invite à parcourir plus en détail. Ça met en avant l'attractivité de notre filière, les efforts qui sont consentis, notamment dans l'industrialisation de notre industrie. Et Thierry, je te redonne la main pour aller plus en détail, je pense, sur l'industrie en particulier. Merci Vincent. Ce qu'on voudrait, comme je le disais en introduction, c'est au-delà des chiffres, vous montrer aussi concrètement comment ça se passe dans les territoires, comment ça se passe dans nos usines, comment on accompagne la transformation d'une usine et l'accompagnement des collaborateurs pour qu'ils adaptent, qu'ils embrassent les nouvelles technologies et du coup est un nouveau parcours professionnel qui puisse les accompagner tout le long de leur carrière. C'est pourquoi ce matin, je suis très heureux d'avoir Anna Alves. Anna, tu diriges depuis un peu plus d'1 an maintenant le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône. On se souvient tous qu'il y avait eu des grandes annonces d'investissement pour faire de ce site un site de biotechnologie il y a quelques années en arrière. Là maintenant, on rentre dans le concret, dans les phases de qualification. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous en dire plus sur ce site, pourquoi faire ? Et puis d'un point de vue humain, d'un point de vue collaborateur, d'un point de vue formation professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Merci Thierry. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter le site de Neuville-sur-Saône, donc qui est un site qui est relativement ancien, puisqu'on a célébré l'année dernière les 150 ans du site. Et donc ce site, il a une très grande histoire en industrie chimique plutôt.
Et en 2008, Sanofi a pris la décision de reconvertir complètement ce site en site de biotechnologie. Et c'est 1 milliard d'euros qui ont été investis ou qui sont en cours d'investissement sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône pour assurer cette reconversion. Et une partie de ces investissements sont associés, notamment 490 millions d'euros, à la construction d'un bâtiment dit évolutif, qui s'appelle EVF, donc pour Evolutive Facility, et qui a pour ambition d'être agile et flexible, totalement automatisé, et qui pourra accueillir des vaccins de nouvelle génération, ainsi que des biomédicaments plus largement. Alors cet EVF, c'est quoi ? C'est un concept qui est unique au monde et qui permet de sortir du modèle traditionnel qu'on a notamment dans le monde des vaccins, où on découvrait un vaccin, ensuite on développait un procédé qui nous permet de fabriquer ce vaccin, et ensuite on construisait un bâtiment autour de ce procédé. Et là, l'idée avec cet EVF, c'est qu'on ait une zone de production, donc une salle blanche qu'on a appelée salle de bal, donc très grande, dans laquelle on peut venir installer des équipements de production en fonction de la chaîne qu'on a besoin d'installer et donc le produit qu'on a besoin de fabriquer et qui est reconfigurable. Donc ces équipements seront mobiles, on pourra les installer, les désinstaller à l'infini pour y produire n'importe quel vaccin ou produit issu des biotechnologies. Et on joue donc sur l'agilité non seulement des équipements du bâtiment, mais aussi des personnes qui vont travailler dans ce bâtiment, que ce soit les opérateurs de production comme les techniciens de maintenance. Et on a fait le choix de les intégrer très tôt dans le projet, notamment sur toute la partie conception et la partie qualification. D'une part, parce que ça nous permet de prendre en compte leurs besoins et leur feedback, puisque c'est eux qui opéreront le bâtiment demain. Et puis, ça leur permet à eux de prendre en main les équipements extrêmement tôt et les outils digitaux aussi qui vont accompagner ce bâtiment extrêmement tôt également. Alors, ce bâtiment, il aura aussi, en termes d'innovation, la capacité de produire 3 à 4 produits simultanément, ce qui est assez innovant dans le domaine des biotechnologies. La construction est en cours, donc elle devrait se terminer dans les mois qui viennent et ce bâtiment sera opérationnel à partir de 2025 et il aura pour ambition dans les années à venir de lancer 2 produits par an, notamment tous les produits et les vaccins issus de la plateforme ARN messager de Sanofi. Juste pour évoquer le sujet de la souveraineté sanitaire, disposer d'un outil de bioproduction ultramoderne, c'est un atout majeur pour la France. Notamment parce que la majeure partie des médicaments innovants de demain seront des médicaments issus des biotechnologies. Et ce sont des investissements qui sont relativement élevés et qu'il faut faire suffisamment en amont pour être prêt à produire les biomédicaments quand on en aura besoin. Et cet EVF, il s'inscrit plus largement donc, dans une volonté de Sanofi d'avoir sur le territoire français toute la chaîne ARN messager intégrée, puisqu'il s'inscrit dans un investissement plus global d'1,5 milliard, avec en amont toute une phase de recherche et développement qui est assurée par une équipe qui a été créée sur le site de Marcy-l'Étoile, donc en région lyonnaise également, donc 200 chercheurs qui nous ont rejoints et qui travaillent sur un certain nombre de projets de développement ARN messager autour de la grippe, de l'acné, de la chlamydia, du VRS. Et tous ces produits issus de cette plateforme ARN messager seront industrialisés dans le VF. Et puis l'autre élément essentiel aussi en termes de souveraineté, c'est la capacité de ce bâtiment à pouvoir assurer la fabrication d'un vaccin contre une pandémie, puisque la question n'est pas si on aura une prochaine pandémie, mais quand est-ce qu'elle arrivera. Et donc l'agilité, la flexibilité de ce bâtiment permettra de répondre à ces enjeux de santé publique. Ensuite, sur le volet du digital, parce que c'est un sujet important, donc il y a un certain nombre d'innovations digitales ou d'outils digitaux qui ont été introduits dans ce bâtiment. Notamment, il sera dit paperless, donc zéro papier. Parce que dans la pharma, on fabrique des produits, mais on fabrique aussi beaucoup de papier, puisqu'on a un gros volant traçabilité autour des médicaments et des vaccins qu'on fabrique. Et donc là, toute la traçabilité sera assurée par le biais d'outils digitaux. On va aussi introduire des innovations de type réalité augmentée pour permettre de faciliter la formation de nos futurs opérants dans le bâtiment. On aura également des jumeaux numériques qui vont permettre, grâce à de l'intelligence artificielle, d'optimiser par exemple des séquences de montage-démontage d'équipements pour pouvoir passer d'un produit à l'autre, puisque c'est toute la vocation d'agilité autour de ce bâtiment.
Et puis on aura des outils plus classiques, type tablette. Alors on aura aussi des bracelets connectés qui vont servir par exemple, alors juste pour l'anecdote, à se connecter aux différentes interfaces que les opérateurs auront à utiliser. Et on s'est amusé à faire le calcul du temps que passe un opérateur dans l'industrie pharma à se connecter pour saisir des informations dans les systèmes. Et ça équivaut à 1 semaine par an et par personne de temps de connexion. Donc ce petit bracelet connecté permettra aux opérateurs, donc juste en s'approchant de l'interface, de se connecter directement. Et puis, on ne peut pas parler réindustrialisation sans parler de réindustrialisation responsable. Et ce bâtiment, il va s'inscrire complètement dans la feuille de route de Sanofi d'être neutre en carbone en 2030. Donc, il est éco-conçu et il sera certifié LEED. Donc, c'est un standard international de haut niveau en termes d'efficience énergétique. Il sera sobre en énergie, donc il consommera 30% de moins d'énergie que les bâtiments classiques. Il sera, comme c'est le cas de tous les sites Sanofi en France, alimenté en électricité verte, dont une partie sera produite par des panneaux solaires qui seront installés sur le toit du bâtiment. Et 100% de nos déchets seront recyclés ou valorisés. Et puis, pour compléter sur le volet de l'emploi, donc ce projet, il génère en emploi direct uniquement quasiment 800 emplois, donc c'est quand même relativement important. Et lorsque le bâtiment sera complètement opérationnel, on aura plus que doublé la taille du site. Donc on était 160 et on passera à 350 personnes environ. Et puis il y a aussi, au travers de toute cette notion d'automatisation, digitalisation, le souhait aussi de rendre le lieu de travail et la production en particulier plus attractif et plus inclusif, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'attirer aujourd'hui des jeunes dans le milieu de la production. Et puis pour parler de jeunes, donc Sanofi en France, c'est 1600 alternants tous les ans qui sont recrutés. Et sur le site de Neuville, c'est un collaborateur sur 10 qui est un alternant. Donc on joue la part belle aussi à l'intégration des jeunes dans le milieu du travail. Merci beaucoup pour ce partage extrêmement concret qui, j'espère, vous aussi fait toucher du doigt comment le métier de fabrication du médicament en 20 ans a été totalement transformé. Tu as parlé digital, tu as parlé éco-responsabilité, tu as parlé pas d'empreinte carbone, tu as parlé connectivité. Tout cela, vous le voyez entre les mots, montre que c'est une industrie, la production du médicament, qui devient de plus en plus qualifiée. Alors, cette qualification qui est nécessaire, parce que c'est aussi ce qui garantit la sécurité des médicaments que vous recevez, peut, dans certains territoires, dans certaines régions, mettre un véritable challenge en termes de recrutement. Alors, Florence, est-ce que ton entreprise est présente dans de nombreux territoires en tant que DRH du groupe? Quels sont les challenges auxquels tu es confronté, tant en termes de bassin d'emploi que d'attractivité des jeunes ou maintien des seniors? Alors effectivement, nous avons un certain nombre de problématiques liées autour du recrutement et de l'emploi. Alors peut-être quelques mots d'abord sur Unitaire et son implantation. Alors je suis DRH France pour précision, donc mon secteur d'intervention est évidemment sur la France en particulier. Simplement Unitaire, nous sommes un groupe industriel pharmaceutique français, né en 1993 à Amiens. Nous avons fêté nos 30 ans d'ailleurs la semaine dernière. Nous sommes ce que nous appelons un CDMO, c'est-à-dire que nous développons et nous fabriquons des produits de santé pour le compte de nos clients qui sont les laboratoires pharmaceutiques. Donc nous sommes vraiment l'industriel. Unitaire représente 370 millions de chiffre d'affaires en 2022. Nous devrions être aux alentours de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est pour illustrer la croissance de l'entreprise et donc inévitablement les recrutements qui sont nécessaires. Unitaire est implanté dans le monde avec 10 usines sur 4 continents et 2300 salariés. Mais notre zone principale reste la France, sur notre territoire, où nous sommes présents avec 4 usines, un site de R&D et 1600 salariés. Nous sommes donc effectivement implantés en région, dans les Hauts-de-France, qui, je le confirme, est une région dynamique en matière d'emploi, donc difficile pour le recrutement.
la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Unitaire d'ailleurs, dans ces régions, dans ces villes, est un acteur économique important, est un acteur qui compte. Et donc, nous sommes amenés à beaucoup travailler aussi avec les acteurs locaux pour pouvoir recruter. J'insiste peut-être sur un dernier point par rapport à Unitaire. Dans les projets de réindustrialisation, nous sommes en train de construire une usine vaccins et injectables, là aussi dans les Hauts-de-France, à Amiens, qui devrait amener à horizon 2026 à l'emploi de 200 salariés supplémentaires. Donc, vous l'avez compris, Unitaire est un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique qui connaît un fort développement et qui a donc besoin, pour assurer ce développement, de recruter un certain nombre de salariés. Nous avons recruté, alors c'est à l'échelle d'Unitaire, un peu différent de ce qui a été dit précédemment, un peu plus de 150 salariés en 2022. Nous sommes sur un trend de 200 salariés en 2023. Et pourtant, c'est difficile. C'est très très difficile de recruter. Je ne vous l'apprendrai pas. Le marché du travail est extrêmement tendu. Nous connaissons des difficultés comme d'autres industriels et dans d'autres secteurs, mais nous connaissons des difficultés quel que soit le site d'implantation en France, quels que soient les métiers, quels que soient les secteurs. Je pourrais même considérer que nous avons effectivement des emplois qui sont pénuriques aujourd'hui. Je pense aux opérateurs de production. Ce sont quand même eux qui fabriquent nos médicaments, donc à destination de nos patients. Nous avons beaucoup de difficultés également à trouver des techniciens de maintenance. Sans eux, c'est un petit peu compliqué de maintenir et de faire fonctionner nos équipements. Et puis des pharmaciens. Dans l'industrie pharmaceutique, nous avons besoin des pharmaciens pour pouvoir libérer les lots et mettre les produits sur le marché. Donc sans pharmaciens, c'est compliqué là aussi de faire fonctionner nos industries. Alors évidemment, on ne reste pas les bras croisés par rapport à cette situation. Nous avons développé beaucoup de solutions palliatives. Nous sommes très présents sur les différents événements d'emploi, salons, etc., qui nous permettent d'améliorer la visibilité de l'entreprise et des métiers de la pharmacie. Nous avons noué des liens étroits avec les acteurs institutionnels dans les régions, avec les acteurs économiques, je pense au département, à la région, aux missions locales, à Pôle emploi, aux agences d'intérim. Nous avons également des partenariats étroits avec les écoles, les facultés de pharma, les écoles d'ingénieurs, les lycées professionnels. Chez Unitaire, ou en tout cas dans nos sites industriels, nous ne recrutons pas que des cadres, nous recrutons aussi des ouvriers, des opérateurs, des employés. Et donc nous avons besoin d'avoir un contact avec l'ensemble des partenaires qui peuvent nous permettre de faciliter le recrutement. On l'a dit tout à l'heure, le métier les emplois dans l'industrie pharmaceutique ont quand même beaucoup d'atouts et beaucoup de points positifs. D'abord, nous avons généralement des salaires qui sont plus attractifs en moyenne, des conditions de travail qui, dans l'industrie pharmaceutique, sont plutôt favorables au regard d'autres industries. Et puis je crois aussi que nous avons un atout qui est extrêmement important, c'est le sens au travail. C'est-à-dire que ce que nous fabriquons n'est pas neutre. Nous fabriquons des médicaments qui sont à destination des patients. Et ça, c'est extrêmement valorisant lorsque nous essayons de recruter des collaborateurs qui sont en recherche justement de ce sens au travail. Et ça, je crois que c'est un des atouts très importants sur lequel nous pouvons aussi nous appuyer pour recruter. Malgré ça, donc, ça reste difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à défaut de trouver sur le marché du travail des compétences techniques, des compétences initiales qui permettraient à des candidats d'intégrer immédiatement l'industrie pharmaceutique, nous avons trouvé d'autres solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que DRH, en tant qu'industriel, nous avons mis en place dans nos usines des écoles internes.
C'est un point pour moi qui est très important de souligner parce que finalement aujourd'hui, nous recherchons chez des candidats d'abord des compétences, des savoir-être, des compétences comportementales. Je pense à la rigueur, je pense au sens des responsabilités, au respect des procédures et des règles, qui sont des savoir-être absolument indispensables lorsqu'on veut travailler dans l'industrie pharmaceutique et que l'on est donc amené à fabriquer des médicaments. Donc on va d'abord chercher ces compétences-là, et comme on ne trouve pas les compétences techniques sur le marché de l'emploi, nous avons mis en place des écoles internes pour former en fait ces candidats à ensuite occuper des postes dans nos sites de production. Ça permet d'aller chercher des gens qui peuvent être décrochés du marché de l'emploi. Et ça, c'est aussi notre rôle, je pense, en tant qu'entreprise, d'aller chercher ces personnels-là pour pouvoir leur offrir l'opportunité d'intégrer l'industrie pharmaceutique et d'avoir derrière une carrière qui soit tout à fait intéressante et valorisante au sein de nos industries. Je rajouterai que nous avons également chez Unitaire la volonté de recruter aussi des alternants. Alors évidemment, toujours pareil, à la mesure d'Unitaire, hein, donc dans des chiffres qui sont beaucoup plus modestes que ceux qui ont été évoqués par Anna. Nous avons une soixantaine de collaborateurs aujourd'hui qui sont en alternance. Nous avons cette volonté, nous aussi, de former des jeunes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de leur alternance. Nous les intégrons dorénavant dans notre processus de gestion des talents parce que l'objectif de cette formation, l'objectif de cet accueil que nous avons auprès de nos alternants, c'est de pouvoir in fine les recruter et leur proposer des postes au sein de nos usines, que ça soit en France comme à l'étranger. Ce qui est intéressant quand même, et qui est un point sur lequel aussi j'aimerais insister, c'est qu'il est difficile de recruter. La pénurie que nous connaissons en matière de main-d'œuvre, elle est bien réelle. Mais la réalité, c'est qu'une fois que les collaborateurs intègrent l'entreprise, finalement, ils ne la quittent plus. Et ça veut aussi dire que l'industrie pharmaceutique propose des emplois intéressants, propose des emplois évolutifs et qui répondent bien aux attentes des gens aujourd'hui. Le taux de turnover, je crois qu'il a été dit qu'il était de 11%. Chez Unitaire, il est de 5%. Et pourtant, nous sommes en plein cœur de métiers industriels, d'emplois purement industriels, avec des horaires décalés et des conditions qui peuvent apparaître parfois plus compliquées. Je terminerai sur... j'ai beaucoup parlé des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi effectivement les seniors. Donc, dans la lignée de ce que le LEM a indiqué et envisage de faire pour l'année prochaine, c'est-à-dire signer un accord sur les seniors, nous sommes évidemment dans cette même démarche au niveau d'Unitaire, avec 2 objectifs principaux. D'abord, le maintien dans l'emploi. L'allongement de la vie professionnelle est un véritable enjeu quand on est un site industriel, quand on a des salariés en horaire décalé qu'il faut amener encore plus longtemps dans l'emploi. Donc le premier objectif, c'est de les maintenir dans l'emploi. Et le deuxième objectif, c'est aussi d'axer sur le recrutement des salariés seniors parce que très personnellement, je pense qu'on ne construira pas l'entreprise de demain, les organisations de demain en ne se basant que sur une génération. Je pense que la mixité au sein des équipes est une chance. Il nous faut nous appuyer sur l'ensemble des générations, que ce soit les nouvelles comme les plus anciennes, pour pouvoir donc bâtir en tout cas l'industrie de demain et nos organisations pour le futur. Merci beaucoup. Merci Florence. Voilà ce qu'on voulait vous partager ce matin. Vous donner cette photographie d'une industrie créatrice d'emplois, créatrice de valeur pour ses collaborateurs, qui se mobilise tant pour attirer les jeunes qu'accompagner les plus seniors, et tout en intégrant la transformation de nos métiers, et notamment sur les sites industriels où le métier qui était exercé il y a 20 ans n'est plus celui d'aujourd'hui, ce qui nécessite une formation continue de nos collaborateurs. Une industrie qui, en termes d'égalité homme-femme, est quasiment sur la ligne d'arrivée,
et on y sera. Une industrie qui, en termes d'attractivité salariale, est extrêmement bien positionnée et qui développe les collaborateurs dans la durée, ce qui explique des taux de rétention assez élevés et des anciennetés relativement élevées également parmi nos collaborateurs. Alors, je crois qu'il est temps maintenant de faire place à vos questions. Il y a plusieurs micros qui vont circuler. Pour ceux qui sont connectés par les moyens digitaux, vous connaissez les moyens habituels de connexion. Bonjour, Marie-Angèle Lefebvre, journaliste pour l'APM. Vous avez signé l'année dernière une convention avec Pôle emploi pour le recrutement. Qu'est-ce que ça a donné? Quel bilan vous en tirez? Vincent? Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, à la même époque, on avait beaucoup mis l'accent sur les métiers en tension, sur les difficultés d'attractivité de notre industrie, aller chercher des jeunes et des personnes qualifiées. Je crois que ça a été dit, il était très important de communiquer sur le sens que nous donnons à nos métiers. N'oublions pas qu'on est un partenaire de la santé, on travaille pour le bénéfice des patients et l'accord que nous avons passé à Pôle emploi nous a permis à la fois de communiquer dans des forums, dans des webinaires, aller au-devant des personnes qui étaient à la recherche d'emploi pour nous faire connaître, pour montrer quels étaient les métiers qui étaient en tension. Il y a la production, mais ça a été aussi dit, tous les métiers de pharmacien, de qualité, tous les métiers d'ingénieur. On était à la recherche, on est toujours à la recherche de ce type de métier. Et cette association a été très positive parce que nous voyons aujourd'hui que nous commençons à pouvoir toucher des jeunes et des personnels qualifiés que nous avions plus de mal à toucher par ailleurs, en leur parlant du sens et des besoins que sont les nôtres pour poursuivre le développement qui est celui de l'industrie pharmaceutique. Et ce partenariat avec Pôle emploi se poursuivra en 2024, vu que nous organiserons une 3e semaine des métiers de l'industrie pharmaceutique. Un de nos challenges ou de nos objectifs est vraiment d'aller ouvrir les portes de nos sites, de nos usines pour accueillir les collaborateurs de demain, leur montrer concrètement les métiers qu'on peut exercer. Souvent, quand on parle industrie pharmaceutique, je sais, moi, les jeunes me disent « mais je ne suis pas pharmacien, donc je n'ai pas de place ». Mais si, au contraire, tu as toute ta place, parce que, comme vous l'avez très bien montré, Anna et Florence, on a plus de 150 métiers différents. Et des métiers assez techniques, qualifiés, qui nécessitent pas mal de rigueur, mais qui sont aussi une assez grande source de développement personnel. Donc le partenariat avec Pôle emploi continuera et nous sommes de plus en plus présents sur des forums locaux et nationaux pour aller à la rencontre des jeunes, à la rencontre de personnes en reconversion professionnelle, et puis un chantier pour l'an prochain pour s'ouvrir encore plus aux seniors. Joël. Oui, Olivier Robichon, Prescription Santé. Pour Anna Flores, on a parlé de l'anticipation des recrutements. J'imagine que pour faire tourner une usine comme la future Neuville, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce qu'on en a parlé avec Novo Nordisk, ils ont mis tout un truc en... Vous avez des emplois super qualifiés, et puis, mais je pense que vous pourrez répondre toutes les deux. Vous avez parlé d'un aspect valorisant de la pharmacie. Est-ce que c'est pas un peu du flanc? C'est-à-dire qu'est-ce que non, mais on entend ça depuis des années, et puis on sait que l'industrie pharma a aussi un problème d'image parfois. Est-ce que ça marche auprès notamment de ce qu'on appelle la Gen Z, de leur dire vous allez travailler pour la santé, ou est-ce que c'est une histoire d'habiller le discours? Voilà. Si je commence pour ma part, donc je vais me concentrer sur Neuville, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a fait le choix d'intégrer très tôt les futurs opérants du bâtiment et notamment de prendre soit des nouveaux, mais aussi des gens qui travaillaient déjà sur le site. Donc il y a une vraie volonté aussi de faire monter les gens en compétences et être en capacité de prendre en main un bâtiment qui est extrêmement innovant dans toutes les dimensions.
Et puis pour rejoindre votre point sur l'attractivité des nouvelles générations, je pense qu'il y a la notion de sens, elle est importante sur... il y a le pourquoi on le fait, c'est vrai, mais c'est aussi quel impact j'ai moi dans l'entreprise et sur la société plus largement. Et par exemple, avec un projet comme EVF, si je reviens là-dessus, et notamment tout ce qu'on veut faire en termes d'impact environnemental, etc., c'est des questions, tout le sujet autour de la RSE, c'est des questions qu'on a systématiquement en entretien maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? Et donc là, c'est vrai que c'est un... Ah oui, c'est significatif. Oui. Et c'est la question de fond que se posent les jeunes, c'est quel impact ils vont avoir individuellement sur l'entreprise et plus globalement sur la société. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Et je crois que sur les jeunes générations, comment tu as dit, habiller le discours, c'est terminé. On ne trompe plus personne si on n'est pas sincère, intègre et transparent. Et quand j'interviewe des jeunes, en effet, il y a cette première approche, oui, mais l'industrie pharmaceutique, c'est bien, parce qu'en effet, je vais apporter une solution à quelqu'un qui ne va pas bien, mais tout de suite derrière vient comment vous le faites et comment on va le faire ensemble. Donc ce n'est pas à n'importe quelle condition. Et c'est pour ça toute cette démarche, je veux dire, vertueuse, respectueuse de l'environnement, toute cette démarche d'intégration, de diversité, c'est différenciateur dans un recrutement. Dire on est dans la pharma, il y a une mission, c'est bien, tout seul, ça ne suffit pas. C'est aussi comment on le fait, comment on le vit au quotidien. Et moi, je me souviens que quand quelques années en arrière, j'étais directeur de l'industriel, quand on amenait une association de patients ou des patients experts témoigner dans une usine et dire, ben voilà, depuis 20 ans, je ne suis pas en fauteuil roulant et c'est grâce à vous et c'est grâce à la qualité du produit que vous faites. Et qu'en même temps, les mêmes patients experts disent, mais quelles sont les conditions environnementales, etc. Là, on crée de l'émulation et on crée on voit la volonté des collaborateurs d'amener ça encore plus loin. Donc, on n'est pas habillé la mariée, quoi. Juste pour compléter aussi, excuse-moi, ce qui rend attractif aussi les jobs dans l'industrie pharma et dans l'industrie plus largement, d'ailleurs, c'est pas spécifique à la pharma, et ça c'est très nouveau post-Covid, c'est qu'on puisse aussi avoir des jobs hybrides sur les sites industriels, ce qui était absolument impossible avant le Covid. Quand on avait ce type de demande, on regardait les gens avec des gros yeux. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Et en fait, le digital, il apporte ça aussi. C'est qu'on peut faire énormément de choses à distance. Et donc, c'est aussi une opportunité qu'on peut offrir à des jeunes diplômés et qu'on avait du mal à attirer sur des sites industriels au profit de sites tertiaires. Et donc, ça, c'est une possibilité aussi qu'on a maintenant et qui est incontournable, parce que c'est aussi des questions qu'on nous pose systématiquement. Simplement en complément, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, si aucune démarche RSE environnementale n'est mise en place dans les entreprises, et y compris dans des sous-traitants comme nous, on va être confronté à une problématique encore plus supérieure en tout cas en termes de recrutement. Donc, cet effort, en tout cas, autour de l'intégration des notions d'environnement et de RSE, elle est absolument fondamentale pour recruter. Et par rapport au sens au travail, si vous allez aujourd'hui sur un site de production rencontrer des opérateurs, il y a une véritable fierté à fabriquer des médicaments. Et ils se sentent absolument responsables de la qualité du produit qui va être fabriqué, avec la conscience que ce produit va être à destination d'un nourrisson, de quelqu'un potentiellement de leur famille, ou en tout cas d'un patient. Et cette notion de responsabilité autour du médicament est quelque chose de très motivant. En tout cas, moi, quand je suis sur les lignes de production, c'est quelque chose qui est très prégnant, en tout cas chez les opérateurs. Quoi. Voilà. Vincent. Et vous avez parlé de mauvaise image de l'industrie pharmaceutique. Je crois que... Mais bon, chez Pierre Fabre, on a d'autres problèmes. Vous avez parlé de mauvaise image. Je crois qu'on a trop laissé la communication sur ce qu'était le sens de notre industrie. Encore une fois, ça a été dit, on est un acteur de santé qui apporte des solutions, et le Covid l'a montré. On a été en capacité d'amener des vaccins en l'espace d'une année. On a laissé trop de temps, pendant trop d'années, on n'a pas assez communiqué vis-à-vis de nouvelles générations. Alors c'est sûr que tout ce qui est RSE, tout ça,
c'est très important, mais on a un avantage incroyable, c'est qu'on est au service du patient et de la santé, et probablement que cette communication-là, pendant quelques années, l'industrie pharmaceutique l'a oubliée, et on s'aperçoit que c'est aujourd'hui très très important. Je suis médecin, quand je vais voir des médecins aujourd'hui, je suis encore affolé de l'image que l'on peut renvoyer, alors qu'on est au service de la santé, et il faut le communiquer, le recommuniquer, et en être fier. Alors, juste une question en distanciel de Myriam Chauveau des Échos. Quels sont les nouveaux métiers et ceux où c'est le plus compliqué de recruter? La France manque-t-elle de certaines compétences? Avec des exemples concrets, s'il vous plaît. Florence, tu l'évoquais déjà tout à l'heure, mais je pense qu'on a les mêmes problèmes. C'est des opérateurs de production, des techniciens de maintenance, des automaticiens, des métiers plus dans le digital, des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, des data analystes et toutes ces data science, etc. C'est principalement les métiers en tension, et je pense qu'on a asséché le marché sur ce type de profil. Oui. Oui, et des pharmaciens. J'insiste ouais, beaucoup. Et des pharmaciens. Et des pharmaciens, il y a un manque terrible tant d'étudiants en pharmacie que il y a plus de 10 000 postes de pharmaciens ouverts. Donc il y a une énorme tension sur le métier de pharmacien à l'heure actuelle. Oui, mais ça ne s'effondre pas d'un coup. Rien qu'en officine, le nombre de postes ouverts aussi est assez important. Donc, plusieurs métiers en tension. En gros, tout le long de la chaîne de valeur, aujourd'hui, on voit des tensions. Oui, Arnaud Genin, bonjour, le quotidien du médecin. Vous avez beaucoup parlé du volet retraite et bon, il y a eu une réforme il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pourriez faire un focus sur les visiteurs médicaux? J'ai cru comprendre que les visiteurs médicaux, vous les faites partir depuis des années. Est-ce qu'il y aura une nouvelle politique emploi pour eux? Et du coup, comment ça se passera pour la communication envers les médecins? Merci. Je commence et tu rebondis. Les visiteurs médicaux, mais comme tous les métiers de l'industrie pharmaceutique depuis 20 ans, c'est un métier qui a considérablement évolué, d'autant plus que maintenant on fait la différenciation entre le visiteur médical, ou plutôt maintenant en plus l'attaché scientifique qui présente exactement, une fois que le produit est promu, les conditions de bon usage de ce produit par rapport aux médicaux, aux attachés médicaux qui, eux, discutent plus pipeline et nouveaux produits à venir. Donc déjà, le métier s'est séparé en deux, quelque part. Ensuite, en effet, le nombre des visiteurs médicaux a diminué. Il tend à se stabiliser aux alentours de 8500, 8600. Je donne les chiffres de tête aujourd'hui. Oui, à peu près. Tout à fait. Mais c'est relativement stable sur les 3-4 dernières années. Je regarde Pascal en disant ça. C'est un métier qui maintenant est beaucoup plus dans l'échange, les projets. Qu'est-ce qu'un industriel peut amener comme accompagnement à un service, à une équipe, à réfléchir à l'optimisation des parcours de soins, à réfléchir à des pistes de recherche scientifique, et beaucoup axé sur le bon usage du médicament pour le bon patient. Vincent? Oui, alors moi là, cette fois-ci, je vais prendre ma casquette Pierre Fabre, le directeur de la filiale Pierre Fabre. Cette année, nous allons recruter des délégués médicaux parce que nous sommes persuadés que les délégués médicaux font partie, assument une partie du maillage territorial. Il y a des déserts médicaux, il y a des pharmacies, on est passé sous la barre des 20 000. Je pense aujourd'hui que le rôle de l'industrie pharmaceutique, c'est d'apporter une information médicale, et Dieu sait que cette information, elle est cadrée, elle est encadrée, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller voir un médecin ou parler d'un produit comme on le faisait il y a une dizaine d'années, mais le rôle, on va dire, sociétal, et je vais jusque-là, de la visite médicale vis-à-vis du monde médical me paraît très important. On parlait d'image. Si on n'a plus d'interlocuteurs entre le monde médical
et l'industrie pharmaceutique, on perd quelque chose. Si aujourd'hui on abandonne les territoires, mais il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve aussi avec des déserts médicaux et un manque de médecins. Le vrai souci aujourd'hui, c'est l'accès aux soins pour les Français. Et l'industrie pharmaceutique a un rôle à jouer pour apporter des solutions aux côtés de tous les acteurs de santé pour améliorer cet accès aux soins. Et la visite médicale, la nouvelle visite médicale, parce que ce n'est pas celle qu'on a connue il y a des années, est une des réponses que peut apporter l'industrie pharmaceutique. Oui, bonjour, Alexandre Beau, Espace Social Européen. J'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est par rapport à la dynamique que vous avez présentée en début d'exposé. Savoir, est-ce que vous escomptez atteindre les effectifs que vous aviez à la fin des années 2000, le pic d'emploi dans l'industrie pharmaceutique, je crois que c'était en 2007 d'après vos datas. Et le deuxième point, c'est par rapport à l'emploi dans les filières biotech. Je vois que c'est 7% des effectifs totaux. Comment nous inscrivons-nous par rapport à nos concurrents européens et internationaux en termes de dynamique sur cette filière-là? Merci. Alors, on ne s'est pas mis une cible en disant en 2030, on veut ce niveau-là d'emploi dans l'industrie pharmaceutique. Ce que l'on regarde, c'est la dynamique de cette industrie, est-ce qu'elle est toujours porteuse de valeur et comment on accompagne du jeune qui rentre dans l'industrie jusqu'à la fin de la carrière. Et dans quelles conditions on le fait. Ce que l'on voit en termes de biotech, c'est que malheureusement, la France aujourd'hui est extrêmement dépendante d'autres pays pour tous les produits de biotechnologie. Le nombre de produits de biotechnologie produits en France par rapport au nombre de produits commercialisés est à 1 sur 7. On vous donnera le chiffre exact. Et il y a 5 ans en arrière, c'était anecdotique. On voit, et les exemples que l'on a cités, et Anna était très claire là-dessus, on est en train de construire une infrastructure en biotechnologie en France, ou tout du moins de la renforcer très sérieusement. Donc, en effet, ça devient des métiers en tension parce qu'on ne formait pas non plus suffisamment pour ces métiers parce qu'il n'y avait pas de demande. Donc, qu'est-ce que l'on est en train de faire aujourd'hui? C'est de réconcilier les deux. Et c'est pour ça notamment qu'avait été lancé au moment du Covid à peu près, dans les initiatives liées aux grands défis par Emmanuel Desquier, avait amené à réfléchir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire de la France un champion des biotechnologies et de la fabrication, de la bioproduction d'ici une dizaine d'années. Et ça a donné lieu à la création de France Biolide, qui est une association qui cherche à mettre autour de la table tous les acteurs de la bioproduction, qui soient au niveau recherche, au niveau universitaire, au niveau entreprise du médicament, au niveau façonnier, pour mettre vraiment toutes les compétences autour de la table et faire sauter un à un tous les verrous. Et c'est une condition si on veut arriver à un certain degré d'indépendance sanitaire en biotechnologie en France. Il faut d'un côté investir, je crois qu'il y a eu un exemple très clair ce matin, il faut aussi former. Et ça, France Biolide s'en occupe, j'allais dire. Et puis ensuite, il faut accueillir ce dont on parlait il y a quelques instants. Alors, je peux parler de mon entreprise, Merck. Les postes sont ouverts de manière large. Dans certains cas, on peut recruter à l'étranger sur des métiers... j'allais dire, de sièges sociaux, c'est plus facile que sur des métiers de production en région. Et n'oublions pas que sur un site industriel, il y a quand même un atout à parler la langue locale. Oui, la tendance est plutôt... Il y a eu de nombreux articles sur les frontaliers récemment, mais je retiens l'idée. Je suis conscient du temps. On a encore le temps pour une ou deux questions, si vous le souhaitez. Oui. Merci. J'ai deux petites questions de plus. Vous avez évoqué un chiffre de création nette d'emplois. Est-ce que vous pourriez le donner? Donc, si j'ai bien compris, c'est création moins suppression. Et j'ai une autre question
qui rejoint un peu celle de la précédente. Il y avait jusqu'à hier une PJL immigration qui était en débat et qui visait notamment à permettre les régularisations dans les métiers en tension. Est-ce que c'est un sujet qu'au LEM vous avez suivi et sur lequel vous êtes intervenu ? Nous, entreprises du médicament, on est là pour alerter les pouvoirs publics quand on est face à des tensions de recrutement. Ensuite, on n'est pas là pour faire la politique de l'immigration. On est là pour indiquer, notamment aux filières de formation, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Recherche, quels sont les métiers où on voit qu'on aura de plus fortes demandes demain. On est aussi là pour faire des partenariats avec les centres de formation. Tu l'as cité tout à l'heure. Je crois que chacune de nos entreprises le fait aussi localement. C'est d'essayer d'anticiper, un peu de dire quels vont être les métiers de demain qui potentiellement pourraient être en tension. On a beaucoup de discussions, là, je veux dire presque individuellement, avec des centres de formation, avec les universités, sur quels vont être les demandes de demain et comment adapter certains parcours de formation pour être sûr que la formation du jeune corresponde au poste en demande. Voilà. Donc notre focus est essentiellement là. Sur le chiffre exact, j'ai le droit à un joker et d'appeler un ami dans la salle, Vincent. Il est là. Donc le solde net est de 2200 emplois sur l'année. Oui, 22. Non, alors, on ne se l'interdit pas, et pour l'instant, dans ce que je vois, c'est plus marginal, pour répondre à la question. Mais il n'y a pas, comment dire, il y a une libre circulation des personnes et des talents en Europe. Donc, sur le bassin européen, ça pose aucun problème. Il y a pas mal de pharmaciens, en effet, formés en Europe. Le niveau du diplôme est à peu près équivalent entre les pays, donc ça ne pose pas de problème. Ensuite, on est toujours face à la même problématique. Il faut que la personne en face veuille venir en France, s'installer dans un site industriel qui n'est pas toujours en plein centre de Paris. Oui. Bonjour, Julien Coutinho, l'usine Nouvelle. Pourquoi le salaire moyen homme-femme est à peu près au même niveau aujourd'hui? Pourquoi il y a une différence avec la rémunération globale? Elles n'ont pas de prime, les femmes, ou c'est quoi vraiment? Moi, j'arrive pas à comprendre là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence et puis Vincent interviendra au besoin. On partait quand même d'assez loin. Alors, on peut toujours se dire qu'il y a d'autres industries qui partaient d'encore plus loin, mais ce n'est pas mon problème. On voyait qu'il y a 10 ans en arrière, il y avait 10% d'écart sur le salaire de base. Donc il y a eu un effort énorme, déjà de dire on va commencer par mettre les bases au même niveau. Et maintenant que là, on est à égalité, même un léger avantage aux femmes, on est allé en creuser encore plus loin. Et on s'aperçoit qu'il y a encore 3% d'écart qu'il faut aller chercher. On va y arriver. Un pas à la fois. Il y a probablement eu historiquement, alors là je n'ai pas les chiffres, des primes de poste qui sont peut-être plus en place aujourd'hui. Il y a peut-être plus des primes de pénibilité. Exactement. Ça vient des primes de conditions de travail et des primes variables, sachant que la majorité des femmes se trouvent sur des positions de cadre sur lesquelles il y a moins de primes à ce niveau-là, mais c'est encore un élément qu'il faut travailler pour arriver à un meilleur équilibre. Mais ça vient principalement sur les primes de pénibilité et les primes de poste. Écoutez, merci de votre présence ce matin. Soyez certains de notre mobilisation pour continuer de faire de cette industrie une industrie attractive tout au long de la carrière professionnelle, au démarrage avec l'accueil des jeunes et des alternants,
pendant la vie professionnelle, en s'assurant de l'égalité homme-femme, une égalité en termes de diversité, en termes de formation, en termes d'évolution des carrières. Et un de nos engagements, et ça va faire l'objet de négociations dès le début de l'année, va être de mieux accompagner les seniors, vu que les carrières se prolongent. Merci de votre présence ce matin. Très bonne fête de fin d'année à tous. Et nous nous retrouverons probablement fin janvier, début février, pour vous présenter la feuille de route stratégique du LEM et comment les entreprises de médicaments sont mobilisées pour faire partie de ce que la mission Borne a appelé ce New Deal, pour assurer que demain, nos concitoyens auront accès sans difficulté au traitement du quotidien, ce qu'on prend tous les jours, tout comme au traitement innovant. Très bonne fin de journée à tous.